Bonjour et bienvenue sur le Glebcast numéro 2. Alors comme vous l'entendez certainement derrière moi, vous entendez les vagues. Et les vagues, ce n'est pas la mer, c'est le lac Léman. Le lac Léman, je suis exactement à Genève actuellement. Qu'est-ce que je fais à Genève? C'est un peu pour ça que je fais ce Glebcast numéro 2. Nous allons parler de science. Puisque hier, au moment où j'enregistre, nous avons été avec Podcast Science. Merci Nico de m'autoriser à diffuser ces fichiers. Nous avons été visiter le CERN. Et donc, ce que je souhaitais faire, c'est, avec tous les fichiers audio que j'ai enregistrés durant la visite, c'est vous faire un petit résumé de cette visite. Et c'est parti pour la visite du CERN. Don't stop the body rock. Alors, l'immense bâtiment, comme je vous disais, c'est ici qu'on est venu tester tous ces aimants. Alors, un accélérateur de particules, ça marche comment? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ici. L'idée, c'est de faire des collisions de particules et d'en faire le plus possible. D'accord? Ça, je vous expliquais un peu tout à l'heure pourquoi on voulait en faire le plus possible. Donc, idéalement, un accélérateur de particules, en fait, ça ressemblerait plutôt à un hippodrome où on accélère sur des particules en ligne droite. D'accord? Particule, ça s'accélère dans une ligne droite, on a un champ électrique et la particule, elle accélère. Si jamais on veut la faire bouger à droite, à gauche, on a un champ magnétique et puis là on va pouvoir la dévier pour l'orienter. Donc idéalement, si on veut faire croiser deux faisceaux plein de fois, on va prendre deux points, on va prendre des sources, on va les accélérer pour qu'ils se croisent, on va leur faire demi-tour et puis on va les faire recroiser. Donc idéalement, c'est pour ça que je dis que ça ressemblerait plutôt à un hippodrome. D'accord? Des grandes lignes droites et des petites sections courbes. Le problème, c'est que plus une particule a de l'énergie, plus ça va être difficile de la faire dévier. C'est vrai que si moi je cours doucement, là, hop, là, je suis beaucoup dévié parce que je n'ai pas très vite. Si maintenant tu vas me pousser avec la même force, je vais beaucoup plus vite, je suis beaucoup moins dévié. Une particule, c'est la même chose. Plus elle va vite, plus il va falloir la pousser fort pour la dévier. Donc ici, dans la LHC, les particules elles vont tellement vite qu'avec le plus gros champ magnétique qu'on sait faire aujourd'hui, il faut 27 km pour faire demi-tour. C'est uniquement pour ça que la machine est si grande. Évidemment, si on savait faire demi-tour en 4 mètres, la machine a fait 4 mètres. La raison pour laquelle la machine est si grande, c'est juste pour ça. Alors, pour faire le plus grand champ magnétique possible, pour la faire dévier, l'idée c'est de faire un électroaimant. Un électroaimant, si vous prenez une bobine de cuivre, alors c'est pas du cuivre, mais c'est du cuivre, si vous faites une bobine comme ça, si vous faites passer un courant électrique dedans, naturellement, si le courant va dans ce sens-là, vous allez faire un champ magnétique comme ça. Donc l'idée, c'est plus on va faire passer du courant électrique, plus ça va faire un grand champ magnétique. Si jamais on veut faire un accélérateur de seulement 27 km avec cette énergie, il faut faire passer environ 12 000 ampères dans un câble électrique. Alors 12 000 ampères, ça vous parle peut-être pas, mais en gros 12 000 ampères, c'est ce qui passe là-dedans. Ça, c'est du cuivre. Et là-dedans, on peut faire passer 12 000 ampères sans que ça fonde. Alors, je ne vais pas tout donner à toi parce que... Mais est-ce que quelqu'un veut porter? Ouais, ok, hein, c'est lourd. Hein. Le cuivre, je ne sais pas si vous connaissez le prix du cuivre, mais... Repose ça, repose. Si on avait dû fabriquer un accélérateur en cuivre de cette taille-là, on n'aurait pas eu assez d'argent, c'est clair. En plus, vu la perte d'énergie dans un câble en cuivre comme ça, il aurait fallu plus d'une centrale nucléaire pour alimenter la machine. Donc en gros, LHC, c'est pas possible. Sauf que, au début du siècle, au début du XXe siècle, il y a un bonhomme qui s'appelait Kamerlingh Onnes, qui est vivait aux Pays-Bas, dans l'université de Leyde, et puis il faisait des expériences à basse température sur les conducteurs. C'était un champ de recherche fondamental. Et puis ce monsieur, un jour, il avait un câble en... C'était du mercure, en fait. C'est pas un câble, mais c'est un métal, le mercure. Et puis, il mesurait sa résistance électrique. La résistance électrique, c'est la capacité qu'a un matériau à chauffer si on lui met un courant dedans. Et puis, on sait que quand on refroidit un conducteur, la résistance, elle diminue. Donc plus le conducteur est froid, moins ça va dissiper de la chaleur. Okay. Et puis, à un moment, à très très basse température, pouf, la résistance, elle est tombée à zéro. Pas à 0, quelque chose, un vrai zéro. C'est-à-dire que le courant, il circulait, il n'y avait plus de perte. C'était magique. Et c'est là qu'on a appelé ça la supraconductivité, et on venait de découvrir une nouvelle phase de la matière. Ce qui lui a valu un prix Nobel en l'occurrence. Donc ceux qui... En fait, on a entendu super bien. En fait, voilà, il y a certains matériaux
pas tous, certains, la plupart des métaux, mais pas tous, si on les refroidit en dessous d'une certaine température, ils vont devenir subitement supraconducteurs. C'est vraiment un changement de phase, changement de la matière. Ce câble-là, à l'intérieur, bon, c'est de l'étain en fait autour, mais à l'intérieur, c'est un alliage de niobium et de titane. Et ce niobium et de titane, si vous le refroidissez en dessous de 10 degrés Kelvin, donc ça représente moins 260 degrés Celsius, donc c'est très 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 froid. À cette température, votre câble ne va plus présenter de résistance électrique. C'est-à-dire que si vous faites une boucle, vous injectez un courant dedans, vous revenez 1000 ans plus tard, il y aura le même courant qui tournera dedans. Donc il n'y a pas de perte d'énergie. Par contre, il faut consommer de l'énergie pour le refroidir. D'accord. L'avantage, inconvénient. Donc si on a un grand système à grande échelle, ça fait consommer beaucoup moins d'énergie de refroidir le câble et de véhiculer l'électricité sans perte, plutôt que d'avoir de la perte dans un câble en cuivre. Donc c'est ce qu'on a fait dans le câble LHC. Donc c'était vraiment une des premières grandes applications à très grande échelle de câbles supraconducteurs. Et pour devenir supraconducteur, ça veut dire que les températures ne sont pas les mêmes suivant le matériau de base qu'on utilise. Par exemple, du niobium, c'est à 10 Kelvin, du cuivre, c'est supra environ à 5 Kelvin, ça dépend. C'est des températures super basses comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas trouvé un supraconducteur dit de classe normale au-dessus d'une dizaine de Kelvin. En revanche, on a trouvé des supraconducteurs dits à haute température, mais ça représente quand même une centaine de Kelvin, soit moins 200 degrés. Mais c'est quand même plus facile. Mais on ne sait pas les fabriquer à échelle industrielle, malheureusement. Donc là, dans le LHC à l'époque, c'était l'état de l'art, le niobium titane. Et donc au lieu de faire passer 12 000 ampères là-dedans, on fait passer 12 000 ampères là-dedans. C'est quand même vachement plus sexy, quoi. Et puis, plus léger, donc beaucoup moins cher à fabriquer en fait, parce qu'il y a beaucoup moins de matière. Donc le CERN a mis en place des processus industriels pour fabriquer en masse. On a donné ça à l'industrie qui a été capable de nous en fabriquer plusieurs millions de kilomètres. Donc au final, après, avec ça, on fait des bobines. Donc là, vous avez une coupe d'une bobine. Ah, pardon. Alors là, vous voyez, c'est cette fameuse espèce de tige là que je vous montrais tout à l'heure. Donc en fait, c'est isolé avec une espèce d'isolant autour. Et on fait une bobine comme ça. Et donc cette bobine, on fait circuler 12 000 ampères dedans. Et ça va faire un champ magnétique, ce qui va permettre de dévier les particules. Et donc là-dedans, on arrive à faire un champ magnétique d'environ 8 Tesla. Alors pareil, ça vous parle peut-être pas 8 Tesla, mais c'est 100 000 fois plus grand que le champ magnétique terrestre. Vous savez que la Terre génère un champ magnétique, hein, c'est votre boussole qui monte au nord. Voilà, dans cet aimant, on est capable de faire un champ qui est 100 000 fois supérieur au champ magnétique de la Terre. Donc c'est extrêmement puissant. Si vous restez collé à ça avec un truc métallique, vous ne vous décollerez pas. Hein. C'est une force absolument phénoménale. Donc voilà l'idée d'utiliser de la supraconductivité au CERN. Donc il y a deux technologies qui sont clés, c'est la supraconductivité et la cryogénie. La cryogénie, c'est la physique des basses températures, donc c'est ce qui va permettre de refroidir ces câbles à très basse température pour qu'ils deviennent supraconducteurs. Okay. Et ça, ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle une amenée de courant. Donc là, typiquement, on a un câble en cuivre qui arrive. Alors, il y a une alimentation électrique, un convertisseur de puissance, enfin, bref. Donc là, on a un câble en cuivre qui arrive, qui refroidit à l'eau. Et lui, il va faire la jonction entre le supraconducteur, entre le câble normal et le supraconducteur en bas. Donc ça, c'est ce qui permet de faire la torsion. Donc là, on est à température ambiante. Et là, on va être à moins 270 degrés. Et après, ça va être connecté à ces bobines. Et puis, une fois qu'on a alimenté le courant, le courant, il va tourner dedans indéfiniment. Et puis là, on va avoir notre champ magnétique. Et que, donc, quand les particules vont passer dedans, ça va légèrement les dévier et ça va les faire tourner. Et donc, sur 27 km, on va les faire demi-tour jusqu'à temps qu'on les repasse dans la ligne droite pour faire les collisions. Voilà. Et donc, le matériau, pas de problème. Dans quel matériau Alors, les amenées de courant, en fait, toute la partie qui est usinée autour, c'est tout simplement du cuivre. Et à l'intérieur, c'est un supraconducteur haute température, par contre là. Donc, c'est du BI223 et du YBCE. Donc, c'est un alliage de bismuth 2223. Voilà. Du YBCO, donc c'est de l'hypo, alors c'est de l'iridium avec du beryllium et des cuprates, je ne sais plus exactement quoi comme cuprate. Voilà. Donc c'est des trucs un peu bizarres. C'est hyper rare. Oui, c'est pour ça que ces trucs-là, on ne sait pas les fabriquer en échelle industrielle. Et ça, on les utilise juste pour faire les jonctions entre les deux. Et après, c'est du niobium titane qui, lui, est abondant, il n'y a pas de problème pour fabriquer en très grande quantité. Alors, au final, on va aller là-bas. Ah oui. Alors, il y a deux types d'aimants qu'on va faire sur un accélérateur. Il y a deux types d'aimants.
Il y a des éléments qu'on appelle dipolaires, qui ont deux pôles magnétiques, c'est comme celui que je vous ai montré, enfin le bout de bobine. Donc il y a un nord et un sud, donc votre particule elle va être déviée. Et on veut aussi les aimants quadrupolaires, qui vont avoir 4 pôles. Alors vous voyez là, on voit 4 pôles. 1, 2, 3, 4. Il y a 2 pôles nord en fait et 2 pôles sud. Et ces aimants, donc là il faut s'imaginer comme ça en long, hein, c'est une coupe. Donc ces aimants, la particularité c'est qu'ils vont permettre de focaliser les faisceaux au centre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dévier à droite ou à gauche, et ceux-là, ils vont refocaliser le faisceau au centre. Ah oui, alors c'est le tube, c'est là où circulent les faisceaux, les particules. Donc là, dans un sens. Oui, c'est vrai. Et ça dans l'autre sens. D'accord. Donc là, on a nos deux faisceaux. Et ces quadrupôles, ils vont permettre de resserrer le faisceau au centre. Parce que le problème, c'est que, vous vous rappelez, on accélère des paquets. Dans un paquet, il y a à peu près 10 milliards de protons. Et quand on les dévie, ils ont tendance à se dissiper dans l'espace. Donc au début, ils sont bien groupés. On les dévie, ils s'étendent. Et évidemment, nous, on veut les garder le plus au centre possible parce qu'au moment de la collision, il faut que ce soit très compact. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre 4 aimants dipolaires les uns derrière les autres. Donc ça fait environ 80 mètres. Et au bout de 80 mètres, il y a un peu trop de dissipation. Donc on va mettre un petit aimant droit, comme ça. Alors là, vous avez une vue en 3D de cet aimant quadrupolaire. Et donc cet aimant quadrupolaire qui est un peu plus court, qui fait environ 5 mètres de long, lui va permettre de refocaliser les faisceaux. Donc sur les 27 km, vous allez avoir 4 aimants bleus, 1 blanc, 4 bleus, 1 blanc, 4 bleus, 1 blanc. 4 bleus, c'est les bleus, comme vous voyez un peu là. En fait, on s'en est pas un celui-là. Plutôt au fond là-bas, on va aller voir après le temps. Donc c'est 4 bleus dipolaires pour aider, et puis 1 quadrupolaire comme ça pour refocaliser les faisceaux au centre. Oui. On va faire bouger ces protons et bouger la conduite. Alors en fait, c'est extrait d'hydrogène. Alors ce qui se passe, on va peut-être aller là-bas, tiens, je vais vous donner une petite explication là. On va avancer par là. Juste après, je te donne la réponse. Ça sera plus clair là-bas. Alors ça, c'est ce fameux aimant bleu, ce qu'on appelle un dipôle, d'accord. Alors, coupé en deux. Alors il faut s'imaginer que ça fait 12 mètres de long à peu près, d'accord. Et voilà comment ça à l'intérieur. Donc là, on a 2 tubes où circulent les particules, d'accord. Alors ces tubes faisceaux, en fait, le faisceau il circule là-dedans. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un écran de faisceau. C'est ce petit truc un peu bizarre en métal là, ça va permettre de garantir une qualité de vide extrêmement poussée. Parce qu'évidemment, dedans c'est le vide, parce que s'il y avait de l'air, l'air c'est des particules, donc ça ferait des collisions de particules tout le temps. Il reste quand même un petit peu d'air, j'imagine. Il y a quelques collisions. Quasiment pas. C'est que quelques millions de particules par centimètre cube. C'est vraiment très vide. Les collisions résiduelles, il y en a quand même. Ça arrive. Alors ce qu'on appelle le beam lifetime, c'est le temps de vie du faisceau avant de rencontrer une particule résiduelle, c'est d'une douzaine d'heures. Une vingtaine d'heures. C'est-à-dire qu'au bout de 20 heures de circulation de faisceau, donc il a eu le temps d'aller sur Neptune et de revenir à peu près, pendant ce temps-là, statistiquement, il a le temps de toucher une particule résiduelle qui traîne. Okay. Donc ça correspond à une pression de 10-12 pascal, pour ceux qui connaissent un peu les pressions. Donc c'est plus vite que sur la Lune. Par exemple, si vous êtes sur la Lune, c'est vide, il n'y a pas d'atmosphère, mais vous aurez plus d'atomes par centimètre cube qu'à l'intérieur de ce truc-là. Donc c'est vraiment un vide très 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 poussé. Mais on sait que quand on fait des vitres, par exemple, et ça collapse. Comment ça fait pour pas collapser Avec tout ça. Vous avez tout l'acier très solide. Alors, et puis aussi, il y a un gros champ magnétique dans les 8 Tesla. Donc 8 Tesla, ça fait plusieurs tonnes par centimètre carré aussi. Donc ça, il faut que ça tienne. C'est pour ça qu'il y a toutes ces structures en acier autour. Parce que là, donc, on a nos tubes faisceaux, on a notre bobine là. Vous voyez notre bobine là qui tourne en supraconducteur. Et autour, là, on a des colliers en acier. Bobine supraconductrice. Donc là, on a des colliers en acier qui vont tenir mécaniquement les aimants. Et tout ça, c'est encapsulé dans une culasse en acier également. Donc c'est extrêmement lourd. Au final, un aimant qui fait 12 mètres de long, ça pèse 25 tonnes. Et il y en a 1700 des comme ça. D'accord. Donc c'est lourd comme machine. Et tout ça, ça doit être refroidi à moins 272 degrés. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est encapsuler toute cette masse d'acier dans une espèce de super bouteille de thermos. C'est ça le but. Alors, la chaleur, comment on véhicule la chaleur? 3 méthodes. Radiation, par toucher, et par Convection. rayonnement. C'est la même chose. Radiation, rayonnement, c'est pareil. Et convection, voilà, les 3. Donc, production, le premier c'est le contact. Donc là, vous voyez, je passe ma main, pas de contact, 3 points de contact seulement sur 12 mètres de long, pour porter 25 tonnes. Donc ça, ce qu'on appelle un pied froid, c'est un pied qui permet de porter, donc 3 pieds comme ça qui portent 25 tonnes, et qui permettent de faire la traduction entre la température ambiante et moins 270 degrés. Donc là, pareil, juste pour faire ce pied, c'est 10 ingénieurs pendant 10 ans de travail, quoi.
Donc ça diminue la conduction. Donc c'est des espèces de matériaux composites un peu bizarres. Deuxième, convection. Donc c'est l'échange de la chaleur par l'air, d'accord, par un fluide. Donc là on fait le vide aussi. Donc là on pompe, un peu moins que là-dedans, on pompe à 10-7, ouais, 10-6, entre 10-6 et 10-8 pascal, ce qui permet de plus avoir de convection quasiment. Donc là on fait le vide d'air. Donc là, pas d'échange de chaleur. Troisième mode, le rayonnement. Donc c'est le troisième principe de la thermodynamique qui dit que tout corps supérieur à 0 degré Kelvin rayonne. Hein, on rayonne dans l'infrarouge, nous par exemple. Et donc pour éviter ce rayonnement, on met ces petites feuilles. Alors, en fait, c'est du papier mylar, ce qu'on appelle de la MLI, d'isolation multicouche. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand le rayonnement infrarouge part de l'aimant, qui est à très basse température, ça va venir ricocher sur toutes ces petites feuilles, et finalement, le rayonnement il va rester dedans et il ne va pas sortir vers dehors. Il faut savoir faut se rappeler que la puissance perdue par rayonnement, elle est proportionnelle à la différence de température à la puissance 4. Donc l'idée, c'est de faire plein de petites couches, et comme ça, on va diminuer grandement. Et en plus, pour garantir une meilleure isolation par rayonnement, on fait un écrantage thermique à 70 Kelvin ici. C'est-à-dire que là, dans ce tuyau, qui passe là, on va passer l'hélium à 70 Kelvin, donc à moins 200 seulement. Donc comme ça, on est à température ambiante, moins 200 et moins 270. D'accord. Donc on étage en fait. Et de cette manière-là, on va perdre que quelques watts par mètre, à moins 270 degrés. Donc c'est une super bouteille thermos. D'accord. Et évidemment, néanmoins, elle n'est pas parfaite, une bouteille thermos, donc il y a un peu de chaleur qui rentre. Donc alors on refroidit à l'hélium, hein. De toute façon l'hélium c'est le seul liquide à cette température, donc on n'a pas le choix. Donc l'hélium donc là-dedans ça baigne dans l'hélium, tout ça là, l'hélium qui baigne. Et évidemment il va un petit peu s'évaporer parce qu'il y a un peu d'entrée de chaleur. Donc c'est là où on a ce tube, qui est en fait un échangeur de chaleur, dans lequel on va faire circuler de l'hélium avec un réfrigérateur qui est en surface, de manière à extraire les entrées de chaleur, à compenser les entrées de chaleur sur les aimants. Donc tout ça, en fait, le LHC, c'est ça, quoi. C'est des gros frigos qui font de l'hélium liquide, qui les balancent dans les aimants pour maintenir la supraconductivité de manière à dévier les particules. La perte totale sur l'ensemble du... Alors la puissance de réfrigération qui est installée, c'est environ 18 kW pour 3 km d'accélérateur. Alors 18 kW à 4,5 Kelvin, sachant qu'on a un rendement de performance d'environ 40 watts par watt, c'est-à-dire qu'on consomme 40 watts électriques pour fournir un watt de réfrigération à moins 270 degrés. Donc au final, pour refroidir la machine, ça veut dire qu'on consomme environ 30 mégawatts. Seulement, je dirais. Alors ça peut paraître beaucoup, 30 mégawatts. Mais, vu la taille de la machine et l'énergie qu'il y a dedans, c'est pas si énorme que ça. Quand même. C'est quoi 30 mégawatts 30 mégawatts, en termes de foyer, ça va être une petite ville, une ville de 10 000 habitants. Combien de temps? C'est instantané, une puissance. D'accord. Donc voilà. Donc ça consomme effectivement beaucoup, mais si on avait voulu faire l'accélérateur sans supraconducteur, c'était des gigawatts. C'était des dizaines de gigawatts. Il faut savoir que le LHC consomme autant que le SPS, qui était l'accélérateur qui est 30 ans plus vieux, et qui est 30 fois moins puissant, et il consomme la même énergie tous les deux. Et donc ça, c'est un exemple. Pourquoi il y a deux? Pourquoi il y a deux? Parce que les faisceaux ils circulent dans un sens et dans l'autre sens. Alors évidemment, avant, dans les accélérateurs, des fois on accélérait des protons et des antiprotons, ou des positrons et des électrons qui ont des charges opposées. Donc dans ces cas-là, tous les deux peuvent être dans la même enceinte, parce qu'ils sont de charge opposée, donc le champ électrique est le même pour les accélérer dans deux sens opposés, enfin pour les dévier dans deux sens opposés. Ici, ils ont la même charge électrique, donc on est obligé de faire deux accélérateurs en un. Pourquoi on a abandonné particules antiparticules pour remplacer la deux particules similaires? Je ne saurais pas vous répondre. Voilà. Je pense qu'on ne sait pas, en fait, moi aussi, je pense que la réponse, c'est on ne saurait pas faire suffisamment d'antiprotons, et surtout, on n'a pas un temps de vie suffisant. Et du coup, pour garantir des collisions avec une luminosité importante, donc faire beaucoup de collisions par seconde, on ne saurait pas le faire avec des antiprotons. Donc c'est pour ça que c'est proton contre proton. Alors, on va aller du coup là-bas. Et donc, tout ce bâtiment, il a permis de tester tous ces aimants. Donc tous ces aimants, ils ont été fabriqués un peu partout en Europe. En France, c'est Alstom qui les a fait. Ils sont venus ici en camion, en exceptionnel. Et ils sont tous passés sur ces bancs de test. Ça, en fait, c'est des bancs de test. Donc, au fond du bâtiment, il y a un réfrigérateur qui refroidit de l'hélium à moins 270 degrés, qui amène de l'hélium au liquide là,
qui refroidit les aimants. On leur met 12 000 ampères et on regarde s'ils respectent le cahier des charges en termes électriques, magnétiques, géométriques, thermiques, etc. Et donc les 1200 aimants en pôle et les 400 points de repos, ils sont tous passés au banc de test un par un. On a mis 3 ans pour tester tous les aimants. Enfin, pour les fabriquer et les tester. Donc c'était en 3-8, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Tous les aimants venaient là, tester un par un, et puis après ils étaient descendus 100 mètres sous terre et puis installer leur position finale. Donc là vous avez une reconstitution de ce que ça donne dans le LHC. Alors c'est dommage, avant il y avait un tunnel qui faisait avec du tunnel, ils l'ont enlevé, je pense qu'ils vont en faire un mieux. Mais en gros, c'est pas très grand le tunnel de LHC. Ça va à peu près jusque là. Il y a juste la place de remettre un autre dipôle à côté, quoi. Et puis de l'autre côté, ça s'arrête là. D'accord. Donc et puis là, je toucherai avec ma main. D'accord. Donc ça fait une espèce de voûte comme ça. Et donc, sur un côté, vous avez ces aimants dipolaires, donc qui font ces 12 mètres de long et ces 25 tonnes. Donc là, vous voyez, il y a seulement les 3 pieds qui les supportent, dans lesquels donc les aimants sont dédiés. Donc ces tubes, ils sont pas droits, hein, ils sont courbes. C'est ce que j'avais demandé justement. Ils sont tous courbes? Alors sauf les blancs, comme il y a là-bas, qui sont droits. Mais les bleus, ils sont courbes. D'accord, pour pouvoir surveiller. Parce qu'il y a un périmètre de circonférence de 27 km. Donc après, ici, vous voyez au bout, il y a plus que 100 pour faire les interconnexions. Donc on retrouve là les barres de supraconducteurs, parce qu'en fait les aimants ils sont connectés en série les uns aux autres. Donc là il y en a un, puis on va venir brancher l'autre, et entre les deux on va venir souder les câbles. Il y a les tubes des faisceaux, donc pareil qui vont être soudés les uns aux autres. Là, pareil, on a des bus supraconducteurs. On a une ligne d'hélium ici à 70 Kelvin qui est changée. Et puis ça, c'est une diode. C'est une diode qui permet de faire bypass en cas de perte de supraconductivité pour une sécurité. Et puis on a l'isolation multicouche avec le vide qui fait au milieu. Donc en fait, le tube bleu que vous voyez, c'est jamais qu'une enceinte à vide. Après, l'émoi à proprement parler, il est encapsulé dans cette culasse en acier à l'intérieur, qui refroidit dans l'hélium à travers ce tube. Enfin, ça baigne de l'hélium dedans, et en plus, il y a de l'hélium qui circule là-dedans pour compenser les pertes. La connexion qu'elle a lâchée lors de l'accident, ouais, on va voir ça en détail juste là-bas, parce qu'il y en a une qui est ouverte et on voit bien. Mais les deux se croisent après? Oui, c'est-à-dire que là, ils circulent côte à côte, en sens inverse, et au lieu d'expérience, il y a un petit aimant qui va donner ce qu'on appelle un kick, et puis ça va légèrement les dévier, et puis ils vont se croiser. Parce qu'en gros, il n'y a pas de connexion du coup entre deux trucs, quoi. Il y a dit... Non, ils circulent l'un à côté de l'autre. D'accord. Et au point de collision, on va faire ça pour qu'ils se rencontrent. Donc typiquement, ils sont comme ça, hop, et là ils se croisent, et après on les récupère, et hop, ils se remettent dans l'axe. Donc c'est des jeux d'aimants pour que les faisceaux fassent une trajectoire. En fait, ça fait pas taper ça, ça fait un truc qui monte, enfin un truc un peu bizarre. Voilà. Et puis vous avez des aimants un peu spéciaux justement qui permettent de regrouper les faisceaux, de passer de 2 tubes à un tube justement pour faire toute la manipulation. Mais en gros, sur les 27 km, 80% du temps, c'est des aimants bleus et des aimants blancs comme ça. Et là, c'est une taille réduite? Ah non, c'est des vrais ça. C'est des pièces de rechange. Ouais, c'est en taille réelle. Ouais, c'est une vraie pièce. Je veux dire, elle peut descendre dans la machine, quoi. Et niveau mécanique, est-ce qu'il y a eu des changements depuis l'installation ou non, tout est d'origine? Non, il n'y a pas eu de changement de design. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des sections qui ont été changées? Suite au problème de 2008, donc en 2008, ce qui s'est passé, ouais, ces pièces-là déjà. Il y a une interconnexion. Alors là, il y a un aimant et un autre aimant, lesquels on les met comme ça en gros et on les soude. Et il y a eu un problème de soudure, une soudure qui s'est révélée défectueuse. Et donc, quand on a monté le courant dans l'aimant, il y a une résistance électrique qui est apparue ici. Alors, quand il y a une résistance électrique qui apparaît dans l'aimant, c'est prévu parce que ça peut arriver, ce qu'on appelle, on fait un quench. Un quench, c'est quand on passe de l'état supraconducteur à l'état conducteur. Et dans ces cas-là, il faut libérer une grande quantité d'énergie. Et ça, on le sait le faire à travers cette diode. Et puis, il y a des batteries électriques qui permettent d'absorber toute l'énergie. Et ça arrive très souvent, en fait. Enfin, au début. Parce que l'aimant, vous le bougez. Vous le transportez, vous le déplacez. Et quand vous le transportez, les câbles, ils bougent un peu, là. Et quand vous mettez le courant, il y a un grand champ magnétique et les câbles, ils bougent aussi un peu. Et si vous bougez un peu les câbles, il peut y avoir... C'est comme un champ magnétique fait une force de la place. Si vous faites un déplacement, ça fait aussi un champ inverse. Et dans ce cas-là, on peut avoir une résistance électrique, une inductance mutuelle qui apparaît. Et cette résistance fait que l'aimant va perdre sa supraconductivité. Et donc ça quench. Et donc là, il faut libérer l'énergie et le refroidir. Donc en fait, au début, un aimant, c'est ce qu'on a fait sur ces bancs de test. On le reçoit, on monte le courant, 1000, 2000, 3000, 4000 ampères, pouf, ça quench.
On récupère, on réchauffe, on refroidit, on remonte, 4000, 5000, 6000, 7000, oh ça quench. On redescend, on recommence. Et en fait, on fait plein de rampes jusqu'à temps d'atteindre l'énergie nominale. Et une fois que c'est garanti une énergie, ça va plus bouger. D'accord ? Tout se met en place en fait. Ouais, toutes les choses se remettent en place au niveau mécanique et tout. Et après, une fois qu'on a atteint un niveau, on sait qu'on va y retourner systématiquement. Et le problème, c'est que tout ça, c'était prévu à ce que ça se passe là-dedans. Parce que là-dedans, on a un champ magnétique. Là, il n'y a pas de champ magnétique parce qu'il n'y a pas de bobine. Et on n'avait jamais pensé à ce qu'une soudure mal faite, ça puisse induire ça. Or, c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, bah, ça a fait que la résistance électrique, ça a fait un arc électrique. Et donc, ça a fondu et ça a cassé le vide, en fait. Ça a cassé le vide ici. Donc, en cassant le vide, bah, toutes les liames dans la machine, il est parti. Et donc, là, on a dû changer des aimants qu'on avait en réserve. Et vous avez des sections de raccordement? Parce que là, je vois que c'est une véritable... On va voir. Là-bas? Ok. Donc ça, typiquement, ce qu'on appelle un jumper, c'est ce qui permet d'amener de l'hélium dans les aimants. Donc, à ma place, ici, il y a une ligne de distribution cryogénique qui court. Et tous les 250 mètres, il y a une interconnexion comme ça qui permet d'amener l'hélium dans les aimants, pour 250 mètres. Là, vous avez un quadrupôle qui est droit et plus court. Alors voilà comment c'est soudé. Donc là, vous voyez l'interconnexion ouverte complète. Donc, on voit les tubes faisceaux, les interconnexions électriques, l'échangeur de chaleur à hélium. Là, c'est toute l'instrumentation, capteur de température et de pression qui sont inclus dans les masses froides. On a la diode en bas et puis la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez vraiment... Donc évidemment, tout est sursoufflé. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça bougerait? Non. Niveau thermique. Voilà, dilatation thermique. Là, entre la machine chaude et la machine froide, on perd 100 mètres. Donc les 100 mètres, il faut les compenser quelque part. Donc toutes les interconnexions, elles sont mobiles et permettent d'absorber quelques centimètres. Et donc comme il y en a 3000, bah, au final, on a notre centaine de mètres. Donc évidemment, quand on la refroidit, tout se contracte. Donc évidemment, ici, tout va s'étirer au refroidissement de la machine. C'est sur un rail alors Non, ça bouge pas. Tout est fixe, toutes les structures de pied la température et la température ambiante sont fixes. Et les seules parties mobiles sont à l'intérieur ici sur le soufflet. Comme si ça prend 100 mètres sur le diamètre, ça bouge. Sur la circonférence. Ouais, mais c'est absorbé ici. C'est absorbé 3000 fois. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a suffisamment d'espace pour la circonférence. Donc ça se contracte en direction de l'intérieur. Bah ouais, ça se contracte. Ouais. D'accord. Et quand on réchauffe, ça se dilate. Donc c'est pour ça que c'est très délicat de faire des réchauffements et des refroidissements de machines. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes mécaniques. Et donc il ne faut pas aller trop vite, parce que si on va trop vite, ça casse. Et donc, alors attends, j'en ai une bise barre. Donc typiquement, ce qu'on fait en ce moment dans l'arrêt technique des deux années, c'est qu'ici, sur ces interconnexions, on va rajouter des plaques qui vont permettre de laisser passer le courant en cas de quench, en cas de perte de supraconductivité dans ces endroits. Et on va rajouter en gros un voltmètre, pour faire simple, qui mesure la différence de potentiel entre les deux. Et si on détecte une différence, alors on va déclencher le système de protection pour couper l'alimentation et absorber l'énergie. Et ça, c'est un rajout qui a été fait suite au... Voilà, qui a été fait suite à un incident. Mais sauf qu'en 2008, on a vu ça, mais on sait que ça intervenait au-dessus de la 50% d'énergie nominale. Donc pendant 3 ans, on a tourné à 50%. Donc il y avait pas Maintenant, on s'est besoin. arrêté 2 ans pour réparer ça, enfin pour améliorer ça. Et là, on va pouvoir remonter à énergie maximale. Ok, Voilà. C'est clair? c'est clair. Voilà. Donc c'est des petites bébêtes un peu sensibles parce que imaginez de faire des soudures orbitales au TIG là-dedans, il faut en faire 2000, je t'explique pas les gars qui soudent, c'est de l'or dans les mains qu'ils ont. Parce que le vide, il reste en permanence. Ah, bien sûr, ouais. Donc là, il y a un vide. Pas le vide quand vous réchauffez la machine. Si. En fait, on réchauffe, et une fois que c'est réchauffé, on casse le vide, parce qu'il y a plein d'interconnexions. Du coup, les aimants, ils ont dû être ouverts. Donc à la meuleuse, on découpe, on ouvre, on va là-dedans, on ressoude le truc, on met la plaque, on met le nouveau système, on ressoude, on fait le machin, on reconditionne pour le vide. C'est un travail de titan. Hein. Le LS1, je crois que c'est 1500 personnes pendant 2 ans à temps plein juste pour refaire ces interconnexions. C'est un truc de fou. Hein. C'est des machines quand même
à la fois prototype et à la fois industriel, en termes de taille et de quantité. Donc c'est ça qui est un peu spécial. Donc là au fond, alors on ne voit pas trop, mais au fond c'est un réfrigérateur, et l'hélium qui arrive dans cette espèce de gros tuyau en acier qu'on voit en haut, qui arrive dans la grande boîte blanche. Et la grande boîte blanche que vous voyez, c'est une boîte de distribution cryogénique qui va amener l'hélium à tous les clients autour. Donc il y a 12 bancs de test où on peut tester les aimants en parallèle. Il fait encore quelque chose, il commande Oui, encore des éléments. pour la bonne raison que donc pour le HLLHC en 2018, on va changer tout ce qu'on appelle les aimants de focalisation avant les expériences. Donc il va y avoir une trentaine d'aimants qui vont être changés avec des nouvelles générations, avec d'autres supraconducteurs. Donc ces aimants ils vont être retestés ici. Alors ça c'est un schéma, il faut vous asseoir bien sûr. Ça c'est un schéma qui représente les accélérateurs du CERN. Alors vous voyez on a plusieurs, alors c'est pas à l'échelle, hein, d'accord, il y en a qui sont toujours ici. Dans le cas de collision dans le LHC, l'histoire elle commence ici, l'INAC 2. Donc l'INAC 2 ici, il y a une petite bouteille d'hydrogène qui est grande comme ça. Le diamètre, elle est haute comme ça, et c'est de l'hydrogène très pur à l'intérieur. Dans cet hydrogène, il y a suffisamment de protons pour faire marcher le LHC pendant 50 ans. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que quand on accélère des particules, on accélère rien du tout. En termes de quantité de matière, c'est clairement invisible. Le mec à un microscope, ça reste invisible. C'est vraiment extrêmement... c'est rien du tout. Donc dans cette bouteille, on prend l'hydrogène, on le chauffe à très haute température, et il va faire ce qu'on appelle un plasma. Alors l'hydrogène, si vous avez fait ça un peu à l'école, c'est un proton et un électron qui tournent autour. C'est l'atome le plus simple. Et si on le chauffe très fort, ça commence à faire comme ça, et puis ça fait une soupe de protons et d'électrons. Ça s'appelle un plasma. En fait, il y a tout qui est c'est-à-dire que l'agitation thermique fait que la force électromagnétique est plus assez forte pour faire tourner l'électron parfaitement autour du noyau. Donc, une fois qu'on a ce plasma, on n'a plus de lien, on n'a plus beaucoup de liens entre l'électron et le proton. Donc là, on va mettre un champ magnétique. Donc naturellement, le proton il va aller du côté moins, et puis l'électron du côté plus. Donc on a séparé nos protons et nos électrons. Les électrons, poubelle, on garde les protons, on les remet dans un champ électrique, et ils vont accélérer. Et donc petit à petit, on va les accélérer en ligne droite, sur environ c'est 30 mètres. Donc sur 30 mètres, on va accélérer nos protons. Au bout de ces 30 mètres, ils vont à peu près à 100 000 km/s. Ils vont à un tiers de la vitesse de la lumière. Mais ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Une fois qu'ils arrivent là, ils vont dans un premier accélérateur circulaire qu'on appelle le booster. Donc lui, il date des années 70, le LINAC 2 il date des années 70 aussi. Donc le booster, qui fait 150 mètres, il va accélérer les particules en énergie. Donc pareil, il y a une section droite qui va accélérer, et puis on a des aimants autour pour faire demi-tour. Donc là, elle n'est pas très grande la machine, parce qu'on sait faire des aimants pour faire un demi-tour en peu de place. Donc là, ça monte en énergie. Ensuite, on les envoie dans le PS. On va rappeler, c'est un des premiers grands accélérateurs du CERN qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui fait 600 mètres de circonférence. Donc là, on accélère encore les particules. Là, les particules, elles vont à la vitesse de la lumière déjà. Elles vont déjà à 300 000 km/s quasiment. Elles vont à 99% de la vitesse de la lumière. Et ensuite, le PS, hop, il envoie les particules dans le SPS, qui lui fait 7 km. Et là, on donne encore de l'énergie aux particules. On leur en donne encore, 10 fois plus. Le problème, c'est qu'elles sont déjà à la vitesse de la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles grossissent. Ah oui, vous vous rappelez, énergie-masse, c'est pareil. Donc si on donne de l'énergie, l'énergie ça peut être sous forme de vitesse, mais ça peut être sous forme de masse. Donc une particule, quand elle est ce qu'on appelle non relativiste, elle va lentement par rapport à la vitesse de la lumière, et quand on lui donne de l'énergie, elle va prendre de la vitesse, et au bout d'un moment, elle devient relativiste, c'est-à-dire que quand on lui donne de l'énergie, elle va plus aller plus vite, mais elle va devenir plus grosse, elle va avoir plus de masse. Donc là, votre particule, en fait, a grossi, hein, à prendre de l'énergie. Et le SPS, il y a une ligne qui fait hop, comme ça dans le LHC, et il y a une autre ligne qui fait hop dans l'autre sens. Et avec le SPS qui tourne dans un seul sens, on va pouvoir injecter un faisceau dans un sens et dans l'autre sens dans le LHC. Et là, vous allez avoir vos particules dans le LHC, donc qui sont insérées à peu près à 450 GeV, et on va les monter jusqu'à 7000 GeV, donc après dans la section droite, qui est à peu près ici, qui va accélérer les particules. Et après, une fois qu'elles sont à vitesse nominale, enfin énergie nominale, on va faire des collisions à CMS, Atlas, Alice et LHCb. Donc en fait, toute cette chaîne, c'est ce qu'on appelle des injecteurs. C'est-à-dire qu'on va augmenter graduellement, petit à petit, la vitesse, l'énergie, la masse de la particule, jusqu'à la mettre à une vitesse nominale. Mais ça ne se fait pas en un coup, ça se fait en plein d'étapes. Et donc si un jour on fait un accélérateur plus grand, donc là on projette de 100 km, le LHC deviendra un injecteur pour l'autre en fait.
pouvez pas simplement brancher un accélérateur linéaire non. et injecter dans Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire un accélérateur linéaire qui sort directement à cette énergie. On ne sait pas faire. Donc, il faut avoir toute cette chaîne. Alors, justement, comment on accélère les particules, je ne vous ai pas dit encore. Parce que tous les éléments qu'on a vus, c'est juste pour les dévier, pas pour les accélérer. Alors ça permet d'accélérer une particule. Comme vous le voyez, c'est droit. D'accord ? Alors l'idée, c'est la suivante. Alors, pour accélérer une particule, il faut se remémorer qu'il faut un champ. On a la même idée. Il faut un champ électrique. Si la particule a une différence de potentiel, elle va aller vers la charge opposée à la sienne et elle va être accélérée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'on appelle une cavité radiofréquence. C'est ça. Alors comment ça marche ? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on interdit aux militaires de marcher au pas sur les ponts ? Parce que c'est Ouais. la physique, La résonance. la résonance. C'est-à-dire que chaque structure mécanique a une fréquence propre de résonance, et si on excite cette fréquence, ça peut entrer en résonance, ça peut osciller et casser. Et bien là, en fait, on va faire la même chose, parce que la particule, elle a une fréquence propre aussi, et si on va exciter cette fréquence, elle va se mettre à résonner, et ça va l'amplifier, et ça va la faire aller encore plus vite. Donc l'idée, c'est de faire une espèce de vague, et de lui faire du surf sur la vague pour l'accélérer. Donc en gros, on va mettre un plus et un moins ici. Donc on arrive à peu près aujourd'hui à faire quelques millions de volts par mètre en termes de champ et d'accélération. Donc plus, moins. Derrière, on va mettre une autre cavité, pareil, plus, moins. Une espèce de ballon aplati comme ça. Juste sur cet espace. Oui. Plus, moins. Et au milieu, c'est neutre. D'accord ? Donc on fait un champ électrique. Moi, je suis un proton. D'accord ? Je suis plus. Donc là, je vois un moins. Donc comme je vois un moins, j'accélère. Je vais accélérer jusque là. Et quand je vais être là, je vais faire en sorte d'inverser le plus et le moins pour encore voir un moins devant moi. Donc je vais encore accélérer. Et donc l'idée, c'est de mettre un champ électrique sinusoïdal, donc qui inverse plus moins, à la fréquence de passage de la particule. Donc c'est environ à 400 MHz, donc 400 millions de fois par seconde. Il faut synchroniser l'alternance plus moins avec le passage des particules au milieu. Là, il faut être super synchronisé. Et en plus, on ne fait pas ça qu'une fois. On fait ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait ça 8 fois dans le cas de lâcher. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans ces 8 cavités, on va faire plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et donc, vous allez avoir un champ sinusoïdal spatial et temporel qui va vous permettre de faire entrer en résonance la particule pour l'accélérer. Donc, en mettant que quelques millions de volts par mètre, on va faire comme s'il y avait des milliers de milliards de volts qui la poussent. En gros, c'est ça l'idée. Ouais, mais du coup, si on l'accélère sur un truc comme ça, il faut prendre en compte l'accélération que ça a pris sur le prochain. Ouais, bien vu. C'est là qu'on fait une rampe. C'est un truc qui est très graduel. Et au même moment, il faut qu'on dise que tous les aimants, comme l'énergie de la particule est différente, et doivent augmenter. Donc en même temps, il faut synchroniser l'augmentation de la fréquence des cavités et l'augmentation du champ magnétique dans les aimants pour que tout monte au même synchrone. Donc au final, ça alors, ouais, là, vous voyez, la vue en 3D, alors, il y a ces espèces de cavités qui sont incorporées là-dedans, parce que c'est supraconducteur, pareil, pas volé. Les PC qui passent, le proton, donc on a le plus, on a le moins. Donc le proton, là, vraiment, il accélère, hop, on va voir, hop, il accélère. C'est un bail qui s'est étiré, donc il faut aussi calculer. Exactement, parce que évidemment c'est un paquet de 10 milliards, mais qui fait quelques centimètres de long. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Et donc ça, après, comme c'est supraconducteur, il faut aussi le maintenir à moins de 270 degrés. Donc c'est aussi un truc dans une enceinte à vide, patati patata, pour garantir une unité thermo super et un super vide. Donc là, tout ce qu'on voit là, en fait, c'est des brides qui permettent de mettre des pompes pour absorber tous les particules aériennes et faire un bon. Donc voilà. Donc vous en mettez 8 comme ça, donc ça fait, je sais pas, une dizaine de mètres. Donc la seule phase d'accélération dans la LHC fait 10 mètres de long, hein. C'est tout, ça s'arrête là. Les 27 km, c'est que pour faire demi-tour. Ah, idéalement, le LHC il ferait 30-40 mètres. On fait donc 8 cavités, un coup d'aimant pour faire demi-tour, un détecteur au croisement, et puis on repasse là, quoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire ça, malheureusement. Donc voilà pourquoi la machine est si grande. Mais voilà. Et donc, après, quand ça tourne à énergie nominale, à chaque fois que que les particules sont déviées, elles perdent un peu d'énergie. Ce qu'on appelle l'effet synchrotron, c'est le fait que quand une particule est déviée, elle va perdre des photons tangents à sa trajectoire. Et cette perte d'énergie, il faut la compenser à chaque tour. Donc en fait, la cavité RF,
quand c'est en fonctionnement nominal, il est juste là pour redonner un petit coup de pied dans les particules pour compenser le tour qu'elles ont fait, pour les maintenir à une énergie constante. Voilà. Et Le donc, dispositif est électronique pour générer ouais, il y a une antenne RF. Juste une antenne. Ouais. Alors, il y a des systèmes de clistrons en surface qui permettent de faire donc, des grands champs électromagnétiques. C'est véhiculé dans des guides d'ondes. Et dans ces guides d'ondes, il y a une antenne RF qui permet d'appliquer ce champ de plusieurs mégavolts par mètre. Et donc après ça, c'est timé de manière électronique et qui est synchronisé avec le passage du faisceau. Et évidemment, en même temps, il faut synchroniser quelques trajectoires aussi. Parce que les faisceaux, ils bougent dans la machine. Donc on peut déterminer la forme en X, Y, Z du faisceau. Donc avec cette espèce de petit miroir qui est incliné comme ça, on arrive à avoir la forme en X, Y. Et après, pour la forme en Z, on met ce qu'on appelle un wire scanner, donc c'est un petit fil qui pendouille. Et quand le faisceau il passe dans le fil, ça fait un courant électrique. Et donc on sait qu'il y a eu du faisceau qui est passé pendant tant de nanosecondes dans le fil, donc il fait tant de mètres de long, enfin tant de centimètres de long. Donc là on a en 3 dimensions la forme du faisceau. Donc par rapport à cette forme de 3 dimensions du faisceau, on va pouvoir redonner des corrections sur les différents aimants de manière à recaler la trajectoire pour que ce soit parfait. Et donc ça évidemment, ça peut changer dans le temps, et d'un jour à l'autre surtout parce que y a tous les phénomènes de marée, le mouvement de la croûte terrestre, et toutes ces choses-là qui font que la machine bouge, la Terre bouge. Et il y a eu aussi un grand problème, c'était au début, la machine marchait, et tous les jours à la même heure, il y avait un signal bizarre dans la forme du faisceau. Qu'est-ce que c'est que ça? TGV. On a appelé, ouais, c'était le passage du TGV Paris-Lyon, Paris-Genève. Quand le TGV passait, ça faisait tout bouger, ça faisait le bazar. Maintenant, on sait. Donc oui, c'est sensible ces petites bêtes-là. Voilà. Des questions? Messieurs, dames? Non. C'est clair pour vous maintenant? Vous savez comment marche un accélérateur? Vous savez, c'est pas compliqué. Un champ électrique, on accélère. Un champ magnétique, on détourne. On fait notre petit cirque pour accélérer en ligne droite pour dévier en circulaire. Et puis avec un petit coup d'aimant, on les dévie pour faire des collisions. Facile. Franchement. Le principe est facile. Conceptuellement, c'est facile. Technologiquement, c'est un peu plus. Ah voilà. Après, pour le mettre en pratique dans la réalité, c'est autre chose. Ah, parce que c'est un monde un peu plus spécial. Si ça pouvait rester conceptuel, ce serait bien. Donc après, voilà, il y a des gens, c'est des spécialistes des RF, spécialistes des superconducteurs, spécialistes des cryogénies. Chacun a son petit domaine pour faire marcher toute la machine au global. Mais au final, il y a quand même fallu des gens pour concevoir conceptuellement tout le total. Et le pire, c'est que ça marche à la fin. Voilà. Quelque chose que vous n'avez pas non. Pourquoi les pieds ne sont pas dans le même sens? Alors les pieds ne sont pas dans le même sens justement pour éviter ce qu'on appelle les forces de cisaillement, parce que la machine elle est sous vide, d'accord? Et ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir des efforts qui viennent comme ça. Et donc pour compenser ces efforts, c'est lourd quand même, on a des pieds qui sont justement comme ça, de manière à composer des efforts dans cette direction et dans cette direction. On a d'ailleurs eu un problème sur des types d'aimants sur ce genre d'effet asymétrique où on a un aimant qui a cassé en 2005 lors de la phase d'installation et de la mise sous pression. Il y a un aimant qui a cassé comme ça. Oui, donc évidemment, on contribue aussi avec des pays qui sont non membres du CERN. Par exemple, tous les aimants qui permettent de faire la focalisation finale avant les collisions. Donc avant les collisions, vraiment, de chaque côté, on a des aimants, c'est comme des quadrupôles, mais encore plus spéciaux qui permettent vraiment de focaliser au maximum les particules au centre. Et ces aimants, ils ont été fabriqués à la moitié par des équipes japonaises et la moitié par des Américains. Donc par laboratoire Keck et par Fermilab à Chicago. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même européen, ça a plus de sens aujourd'hui, c'est vraiment un truc international. Et c'est ces aimants-là justement qu'on va changer en 2018 pour améliorer la qualité des collisions dans la deuxième phase d'exploitation de la machine. D'ailleurs, ils avaient accusé les Américains d'avoir Ouais, parce que favoriser leur accélérateur binaire. c'est tout à fait vrai. Parce qu'à cette époque, ils étaient dans la course aux Higgs. Parce que le T-Vatron, leur machine, ils pensaient pouvoir capturer un Higgs. Et qu'en fait, ils n'ont jamais réussi à trouver. Ouais, l'intox. Ouais. Et donc, alors il y en a qui ont dit qu'ils ont retardé le CERN pour être sûr d'avoir le truc.
Mais c'est absolument pas fondé. C'est des bêtises. Et ceci dit, l'année suivante, le Congrès américain a coupé les budgets et le Tévatron maintenant fermé à clé. Terminé. Les Américains sont dans une mauvaise posture en ce moment. Voilà, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est clair que de toute façon, des machines de cette complexité, de cette taille, on ne peut en faire qu'une dans le monde. Enfin, c'est ridicule de le faire deux fois, quoi. Donc maintenant, tous les projets, c'est que des projets internationaux, de toute façon, parce que... Mieux vaut se mutualiser et le faire bien ici. Ou alors, non, parce que, par exemple, l'ILC, sûrement, ce qui est la prochaine machine linéaire, pour étudier l'UX avec précision, mais c'est une machine à électrons, mais linéaire, ça va sûrement être fait au Japon. Le CERN est partenaire. Ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. Mais voilà. Donc ça sera sûrement pas le... Il y avait un projet concurrent au CERN qui s'appelle CLIC, mais qui visiblement a été enterré à cause du Higgs. Là, on est plus rapide. Ah ouais. Parce que l'énergie du Higgs, sa masse est plus faible que ce qu'on pensait. D'accord. Allons-y, messieurs, dames. Alors, je suis ingénieur en génie électrique et après j'ai fait un doctorat en physique appliquée pour les systèmes de cryogénie et supraconducteurs. Et je travaille ici, ça fait 10 ans. Et donc là, on va dans quelle partie? Donc là, on va juste en surface du détecteur Atlas. Ok. Le détecteur Atlas, en fait, il est situé donc à 100 mètres dessous, juste en face là. Et donc à la surface, il y a une petite exposition qui vous montre un peu comment les détecteurs fonctionnent. Le problème, c'est que souvent les accélérateurs ne travaillent pas l'hiver parce que l'électricité est très chère. Voilà, du coup, donc ça sert à rien. Mais de plus en plus, maintenant, on tend à avoir des échelles de temps un peu différentes, elles travaillent quand même l'hiver. Du coup, là, ça serait intéressant. Parce que j'avais lu qu'en fait, quand vous êtes en phase de refroidissement du circuit, vous consommez autant que Genève entière. On va pas être très très loin. Électrique, c'est 80 MW, 80-100 MW avec les accélérateurs. Parce que là, c'est la consommation en temps normal, quand l'accélérateur tourne, mais il est refroidi parce qu'il y a la phase où on part à température normale et on le descend. Là, on là, consomme ça beaucoup. Ça pompe. Allô EDF, on va pomper là. Ouais, je pense. Pour prévoir le pic énergétique, sinon. Le réseau, il a se poser des questions, quoi. Qui a branché ces grilles? C'était en Bretagne, c'est simple. Comme dans Code Quantum, quand ils branchent le sèche-cheveux, ça fait disjoncter toute la côte est. Là, c'est le CERN. Don't stop the body rock. Eh bien, j'espère que vous aurez apprécié ce Glebcast numéro 2 qui vous parlait un peu de science pour changer. Je reviens aussi sur le Glebcast numéro 1 en même temps pour vous signaler que finalement, je ne suis pas encore parti pour le Québec. Cette année encore, j'y retourne, mais c'est toujours pour des vacances car j'attends des offres professionnelles qui pourraient me mener vers un bel avenir. Donc, c'est en pause. Donc, je vais vous laisser pour ce Glebcast numéro 2. Je vous donne rendez-vous au numéro 3. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pour quel sujet. C'est un peu le principe du Glebcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Don't stop. Ecstasy.